Un choc total, Poutine a quitté en urgence son lieu le plus sécurisé. Tout devait rester secret, mais les réseaux russes ont immédiatement divulgué cette information inquiétante. La fermeture, repérée sur les cartes Google, concernait un tronçon de route d'environ 90 km. Elle traverse la zone où se trouve la résidence officielle de Poutine à Valdaï. La circulation sur l'autoroute à péage à Tver, en Russie, est coupée dans les deux sens. Les voitures forment un long embouteillage. Le contexte des événements suscite également l'inquiétude. Après la retentissante opération spéciale Toile d'araignée, lorsque des drones décollaient directement depuis des camions, des filets spéciaux ont commencé à être tendus au-dessus des parkings de camions dans la région de Novgorod. Il semble que le spectre des drones ukrainiens continue de hanter même les endroits qui semblaient auparavant totalement inaccessibles. Voilà un retournement de situation. Lavrov s'est soudainement mis à exiger des clarifications de Washington concernant les accords sur l'Ukraine. Au Kremlin, on s'est manifestement inquiété après les déclarations de Marco Rubio sur les résultats du sommet d'Anchorage. Les déclarations de Rubio sur l'absence d'accord en Alaska soulèvent des questions. Et c'est là que les choses d'Oliès deviennent vraiment intéressantes. Le chef de la diplomatie russe a en fait laissé entendre que Moscou considère avoir accepté la proposition américaine, qui aurait été discutée lors des négociations impliquant Poutine, Trump, Rubio et le représentant spécial américain Steve Witkoff. De plus, Lavrov s'est franchement étonné des tentatives de Washington de présenter ces accords simplement comme une proposition. En gros, si une partie a posé ses conditions sur la table et que l'autre a accepté, il est difficile de faire semblant qu'il n'y a eu aucun accord. Il semble qu'à Moscou, il devient de plus en plus difficile de cacher l'irritation face à la manière dont les États-Unis interprètent les résultats de ces négociations. Et maintenant, une véritable sensation. La Crimée devient le champ de bataille décisif. Le régime de Poutine en Russie ne survivra pas à la perte de la péninsule. C'est ce qu'écrit le média The Hill. La fin de Poutine approche en Crimée. Comme nous et le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges l'affirmons depuis longtemps, la Crimée est le champ de bataille décisif de cette guerre. L'Ukraine n'a même pas besoin de le reprendre, il lui suffit de le rendre inutilisable à des fins militaires par la Russie. Ce jour approche rapidement. De plus, les prévisions selon lesquelles la lutte pour la Crimée se terminera probablement par la destruction par l'Ukraine du pont de Kertch, d'une valeur de 4 milliards de dollars et construit par Poutine, se font entendre avec de plus en plus d'assurance. C'est précisément cela qui pourrait devenir le moment après lequel il n'y aura plus de retour en arrière pour la verticale du pouvoir de Poutine. C'est de cela que le monde parle aujourd'hui. Ne manquez pas la suite. En Pologne, il s'est passé quelque chose. Les siens se sont retournés contre Nawrocki. Les généraux russes se sont jetés sur Poutine. Le Kremlin craque de toutes parts. Zelensky a déclaré fermement « Minsk n'a pas eu le choix ». Le scandale autour des distinctions entre l'Ukraine et la Pologne prend de l'ampleur. Des hommes politiques polonais se sont impliqués dans la guerre diplomatique. Après que des responsables ukrainiens ont commencé à rendre les distinctions polonaises en réponse à la décision de Varsovie de priver Volodymyr Zelensky de l'ordre de l'Aigle blanc, un geste similaire a déjà été fait en Pologne. Le vice-maréchal du Sénat polonais, Michał Kamiński, a déclaré qu'il rendait à l'Ukraine 2 distinctions nationales qu'il avait reçues auparavant pour son soutien à l'intégration européenne de notre pays. Selon l'homme politique polonais, la raison en est son désaccord avec la glorification des membres de l'OUN et de l'UPA. Le partenariat n'est possible que lorsqu'il est fondé sur la vérité, le respect des victimes et l'honnêteté mutuelle. Cependant, il a souligné que même après cette décision, la Pologne ne devait pas renoncer à soutenir l'Ukraine dans la guerre contre l'agression russe. Ainsi, le scandale autour de la mémoire historique et des distinctions nationales dépasse désormais largement le cadre de simples déclarations politiques individuelles. Après la restitution des distinctions polonaises par Boudanov, Sybiga et d'autres personnalités ukrainiennes, un processus similaire a également débuté du côté polonais. Et il semble que la controverse autour du passé influence de plus en plus les relations actuelles entre les deux pays, qui se considéraient encore récemment comme des alliés stratégiques. Et il semble que la tension dans les relations entre Kiev et Varsovie commence à dépasser le cadre des simples déclarations politiques. Alors que les débats autour de la mémoire historique et des distinctions nationales se poursuivent entre les deux parties, des informations font état de nouveaux problèmes déjà à la frontière. Les camions de Ukrpochta ont commencé à être refoulés de la Pologne vers l'Ukraine. L'information a été confirmée par le chef du service national des gardes-frontières, Andriy Demchenko. Les camions passent sans problème la partie ukrainienne du contrôle. Cependant, des obstacles apparaissent lors du dédouanement en Pologne.
Il est nécessaire d'obtenir de la Pologne des explications claires sur les raisons de telles actions. À ce stade, on ne sait pas s'il s'agit de questions techniques, de procédures douanières spécifiques ou d'un contexte plus large de tensions dans les relations entre l'Ukraine et la Pologne. Mais sur fond de scandales diplomatiques retentissants de ces derniers jours, cette situation a déjà attiré une attention particulière et soulevé de nouvelles questions sur ce qui se passe à la frontière polono-ukrainienne. Et tandis que la Pologne poursuit le débat autour de l'ordre de l'Aigle blanc, de plus en plus de voix influentes à Varsovie même s'opposent ouvertement à la décision de Nawrocki. Un journal polonais influent a sévèrement critiqué Nawrocki. Il entrera dans l'histoire comme un destructeur et non comme un bâtisseur. Dans une publication polonaise souvent considérée comme l'une des principales voix du milieu conservateur en Pologne, une tribune retentissante a été publiée, contenant une vive critique à l'encontre du président du roi Nawrocki. L'auteur de l'article, le célèbre chroniqueur Bogusław Hrabatan, a accusé le dirigeant polonais d'avoir provoqué la plus grave crise dans les relations entre Kiev et Varsovie depuis l'indépendance de l'Ukraine, en décidant de priver Volodymyr Zelensky de l'ordre de l'Aigle blanc. Karol Nawrocki est entré dans l'histoire, mais pas dans un rôle honorable. Selon lui, cette décision pourrait anéantir des décennies d'efforts de réconciliation et de partenariat entre les deux peuples. L'auteur a également souligné que même s'il critique certaines décisions de Kiev, il considère l'action du président polonais comme une erreur bien plus grave. C'est une insulte au président d'un peuple en guerre et à ce peuple lui-même. Hrabatan s'est exprimé de manière encore plus sévère au sujet des motivations d'une telle décision. Ces cercles véhiculent des idées anti-européennes et hostiles à la solidarité avec d'autres peuples. C'est aussi un affront envers les personnes, des millions de personnes, qui ont développé pendant des décennies des relations de bon voisinage avec Kiev, Berlin, Tel Aviv, Paris, Prague et Bratislava. Et l'auteur a conclu son article par une phrase qui est déjà devenue l'une des plus commentées dans les médias polonais. Nawrocki entrera dans les manuels d'histoire comme un destructeur et non comme un bâtisseur. Et il semble que même en Pologne, de plus en plus d'hommes politiques, de journalistes et d'experts craignent que le scandale autour de l'Ukraine ne porte un coup sérieux aux relations que Varsovie et Kiev ont construites pendant des décennies. Pendant ce temps, de plus en plus d'hommes politiques appellent à ne pas détruire les relations avec l'Ukraine. Au sein du Sejm polonais, on a averti qu'un conflit avec l'Ukraine pourrait coûter cher à Varsovie elle-même. Une députée du Sejm polonais a déclaré qu'après le scandale de l'ordre de l'Aigle blanc, la Pologne devait penser non pas aux émotions, mais à son futur partenariat avec l'Ukraine. Selon elle, la décision a déjà été prise et il n'est plus possible de revenir en arrière. Cependant, l'essentiel maintenant est d'éviter la destruction des relations stratégiques entre les deux pays. Nous devons penser à la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine et à la manière de réagir à de telles situations à l'avenir. Posławska a reconnu que la Pologne avait obtenu une certaine victoire morale, mais elle a averti que les conséquences réelles de ce conflit ne deviendraient claires que plus tard. L'histoire a déjà montré que les conflits avec les alliés et les voisins n'ont jamais profité à la Pologne. De plus, la députée a appelé les autorités polonaises à ne pas se laisser entraîner dans des escalades réciproques avec Kiev et à agir dans l'intérêt de leur propre pays. Et à la fin, c'est sans doute l'avertissement le plus important qui a été prononcé. Si les deux parties ne font pas d'efforts pour surmonter ce conflit, nous risquons de nous retrouver sur la voie d'une confrontation sérieuse. Et à long terme, la Pologne n'en sortira que perdante. Il semble qu'après une vague d'accusations réciproques, on entend de plus en plus en Pologne les voix de ceux qui appellent à ne pas laisser les différends historiques effacer des années de partenariat ukraino-polonais et de lutte contemporaine contre l'agression russe. Se réveillerait-il enfin ? Sur fond de frappes régulières, précises et puissantes de drones ukrainiens sur le territoire russe, le voile de la propagande commence à tomber non seulement des yeux des Russes ordinaires, mais aussi de ceux des plus proches alliés du Kremlin. Le prestigieux média américain The Hill constate « Le dictateur perd rapidement les derniers restes de son autorité ». Le monde entier a vu que Poutine est incapable non seulement de remporter des victoires sur le front, mais même de défendre banalement sa propre capitale contre des attaques aériennes.
D'un leader tout-puissant, il s'est transformé, comme l'écrivent les analystes occidentaux, en un grand-père qui se cache dans son bunker. La seule réponse de Poutine face à ses échecs sur le champ de bataille et aux tentatives infructueuses de ses services spéciaux d'intervenir dans les élections consiste à brandir la menace nucléaire et à lancer des missiles balistiques, des bombes planantes et des drones contre des cibles civiles, y compris des quartiers résidentiels, des hôpitaux, des écoles, des marchés, des abris anti-bombes, des églises et des centres culturels. Tout cela constitue des crimes de guerre, voire des formes de génocide. Poutine n'est plus capable de protéger son propre espace aérien et il ne défendra pas ses alliés. Il est passé du statut de démonstrateur de force et de puissance à celui de grand-père caché dans un bunker. Conscients de leur totale impuissance, les généraux de Poutine ont adopté la tactique du bouclier humain avec leur propre population. La panique règne à Moscou. Les systèmes de défense anti-aérienne continuent d'être installés de manière chaotique directement sur les toits des immeubles résidentiels. Des images circulent déjà sur Internet, montrant le quartier densément peuplé de Tchertanovo, au sud de la capitale russe, où un complexe anti-aérien trône sur le toit d'un immeuble de grande hauteur. Le commandement militaire russe se sert ouvertement des moscovites comme boucliers, transformant les quartiers résidentiels ordinaires en cibles idéales pour neutraliser leur propre défense anti-aérienne. Sur la vidéo envoyée par un astro-témoin, un hélicoptère du ministère des Situations d'urgence installe vraisemblablement une plateforme destinée à accueillir un système de défense anti-aérienne sur le toit d'un immeuble de bureaux de grande hauteur. Au moment du tournage, une plateforme similaire se trouvait déjà sur le toit. L'analyste Ozin Tastro a déterminé que l'immeuble de grande hauteur est situé dans le quartier central de Roitov, en banlieue de Moscou, à l'adresse suivante: rue Pobedi, 1, appartement 1. La vidéo a été filmée depuis le bâtiment situé à l'adresse rue Pobedi, 1, appartement 1. Et ce cynisme flagrant des autorités a finalement poussé les Russes à ouvrir les yeux et à commencer à parler. Une vidéo devient rapidement virale sur Internet, où une habitante du grand et puissant pays crie de rage et exige ouvertement la démission immédiate de Poutine. Poutine, où est notre sécurité? Quand tu as pris la décision de lancer l'opération militaire spéciale, tu ne nous as pas consultés. Le peuple, tu n'as consulté personne. Assure la sécurité. La femme a exprimé à l'antenne ce dont toute la Russie murmure aujourd'hui. La fameuse défense anti-aérienne s'est révélée totalement inefficace. Le budget de l'armée a été complètement détourné et la corruption totale prospère partout. La prise de conscience que la guerre déclenchée par le Kremlin est désormais arrivée directement chez eux brise le dernier contrat social entre le dictateur et son peuple profond. Et si tu n'es pas capable d'assurer des gages, démissionne. Destituons-le. A-t-il réfléchi avant de lancer l'opération militaire spéciale? Il savait la défense anti-aérienne faible, le budget détourné et la corruption généralisée. Il le comprenait bien. S'il ne l'a pas compris après avoir dirigé le pays pendant un quart de siècle, alors c'est tout simplement un dégénéré, une personne inadéquate. Regardez l'effet de nos sanctions à longue portée. Elles ne détruisent pas seulement les artères vitales de l'ennemi, mais elles éclairent aussi les Russes. C'est bien après la frappe sur Moscou que la femme a tout compris. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. En 2022, lorsque la mobilisation a été annoncée, lorsque des millions et des millions de personnes, pas seulement des hommes, mais aussi des femmes, des enfants et des personnes âgées, quittaient la Fédération de Russie. Pourquoi partaient-ils? Je comprends. Mais la révolte ne couve pas seulement en bas. Même les vassaux les plus fidèles commencent à prendre leur distance avec le navire en train de couler. Les analystes soulignent que le président autoproclamé de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, adopte une position de plus en plus prudente et refuse catégoriquement d'envoyer ses troupes à l'abattoir. Selon lui, ces soldats ne deviendront pas de la chair à canon dans la guerre du président russe Vladimir Poutine, et il ne veut pas se battre contre la Pologne, la Lituanie ou l'Ukraine. Hier, Loukachenko a reconnu que la Biélorussie était très vulnérable sur le plan militaire, car elle est menacée par les forces armées ukrainiennes, comme si nous étions dans le creux de leurs mains. Nous comprenons parfaitement que nos infrastructures vitales, industrielles et logistiques clés peuvent être attaquées. C'est peut-être pour cette raison qu'il s'est même excusé pour ses propos passés à l'égard de Zelensky qui ont pu sembler offensants. Peut-être que j'y suis allé un peu fort par moment, a-t-il déclaré. Ainsi, même Loukachenko comprend que son gardien est en difficulté. La réputation du Kremlin a été réduite en poussière après une série d'opérations brillantes menées par les forces de défense ukrainiennes dans les arrières stratégiques.
Dans le même temps, la géographie de nos attaques s'étend à une échelle colossale. Volodymyr Zelensky a officiellement confirmé des drones ukrainiens ont atteint la région de Tyumen, frappant avec succès une installation de raffinage de pétrole ennemie à plus de 2000 km de notre frontière. Et ce n'est loin d'être la limite. De nouveaux drones ukrainiens, Firepoint, profondément modernisés, sont entrés en scène, capables de détruire de manière fiable des cibles stratégiques de l'agresseur à une distance record de 3000 km. Nos moyens de frappe à longue portée ont atteint la région de Tyumen en Russie. Il s'agit également d'une installation de raffinage de pétrole, située à plus de 2000 km de notre frontière nationale. Les nouveaux drones modernisés ont parfaitement accompli leur mission. Désormais, ils peuvent atteindre des cibles à une distance de 3000 km. Je remercie les ingénieurs de Firepoint. Ce sont des réponses tout à fait justifiées aux frappes russes contre notre État. Le plan des frappes ukrainiennes à longue portée est en cours d'exécution. Les ingénieurs et militaires ukrainiens ont complètement bouleversé le cours de cet affrontement, prouvant au monde entier l'impuissance technologique totale de Moscou. Le système de pouvoir poutinien craque sous le poids de ses propres échecs, et à chaque nouvelle explosion dans l'arrière-pays russe, cet effondrement devient de plus en plus proche et inévitable. L'Ukraine a fait plier Loukachenko. Les relais à la frontière biélorusse-ukrainienne qui aidaient à guider les drones russes ont cessé de fonctionner. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un commentaire aux journalistes. En fait, l'un des éléments clés de la chaîne de commandement des attaques de drones russes contre l'Ukraine a été mis hors jeu. Selon Zelensky, c'est ce que lui ont rapporté le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, et les services de renseignement. S'ils ont été démontés ou non, honnêtement, je ne le sais pas encore. Mais nous travaillons là-dessus, et je suis la situation de près et reçois des rapports quotidiens. Fait, à ce jour, les répéteurs ne fonctionnent pas. La semaine dernière, Zelensky a exigé des autorités biélorusses qu'elles retirent au moins 4 répéteurs à la frontière, dans les régions de Brest et de Gomel, qui selon lui sont utilisés pour corriger les frappes contre l'Ukraine. Minsk n'a pas commenté la déclaration de Zelensky, mais Moscou, en revanche, a réagi vivement. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a qualifié l'exigence de Kiev de menace agressive et d'ingérence dans les affaires intérieures du Bélarus. Il a également promis que, dans un avenir proche, Vladimir Poutine contacterait Loukachenko pour discuter de la situation. De son côté, Zelensky a souligné que l'Ukraine n'avait pas soulevé publiquement cette question depuis longtemps. Ce n'est pas une histoire d'hier, c'est un long processus qui n'a fait des victimes que du côté ukrainien. Zelensky a précisé que si dans la semaine, Minsk ne retirait pas les relais, l'Ukraine s'en chargerait elle-même. Zelensky n'a pas précisé comment cela serait fait. Le résultat est là. Ces derniers jours, les drones russes ne longent plus la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Le média biélorusse indépendant Flagstock a également attiré l'attention sur ce fait. Comme l'a remarqué Flagstock, aucun vol de drone d'attaque russe n'a été enregistré le long de la frontière biélorusse-ukrainienne ces 3 derniers jours. À la fin du printemps et au début de l'été 2026, ces survols étaient massifs. Une partie des drones pénétraient sur le territoire biélorusse. Les habitants des localités frontalières ont observé le déplacement de drones à basse altitude. La publication précise que le dernier cas de ce type a été enregistré le matin du dimanche 21 juin. Les jours suivants, la région de Tchernihiv a continué d'être attaquée par des drones russes, mais ceux-ci ont été dirigés par d'autres itinéraires, n'affectant pas la frontière ukraino-biélorusse. Le canal de surveillance, Erador, a confirmé à la publication que cette semaine, les drones russes ne sont pas encore apparus près des frontières et a lié cela à une possible interruption de l'utilisation des équipements de communication sur le territoire biélorusse, grâce auxquels la Russie coordonne ses raids. Il semble que Loukachenko résiste au Kremlin et ne veuille pas faire la guerre contre l'Ukraine. Mais Poutine est prêt à tout. Et selon The Wall Street Journal, un ancien officier du renseignement russe informé de la situation affirme que le Kremlin menace Minsk de mettre fin à son soutien financier en cas de refus de satisfaire à ses exigences. Selon les analystes, Loukachenko tente de trouver un équilibre entre le maintien du soutien russe à la Biélorussie et ce qui reste de la souveraineté déjà compromise du pays. Depuis 2022, Loukachenko refuse d'autoriser la Russie à utiliser les forces armées biélorusses pour soutenir les opérations russes en Ukraine ou d'organiser une mobilisation massive de Biélorusses dans l'armée russe.
De plus, Loukachenko et d'autres responsables biélorusses, comme le souligne l'IS Dobabieu, évitent la rhétorique du Kremlin sur une prétendue menace venant de l'Ukraine contre la Biélorussie et maintiennent une position relativement neutre concernant la guerre.